L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Donc je vais essayer d'être relativement bref pour permettre les questions, sachant que je ne pourrai malheureusement pas être présent à la table ronde tout à l'heure. Cela dit, pour un Gascon, pour un homme politique gascon, être bref est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, je vous demande pardon si je n'y arrive pas complètement. Alors, nous avons vécu pendant 40 ans ce que j'appellerais un débat démocratique apaisé dans tous les pays d'Europe du Nord et dans les démocraties d'outre-Atlantique, outre-Pacifique. Apaisé ne veut pas dire que ce débat n'était pas animé. Mais en gros, à partir, pas tout à fait de la fin des années 40, où le Parti communiste au Palais Bourbon traitait Robert Schuman, dont on va fêter les 70 ans du fameux discours du quai de l'horloge, du salon de l'horloge, de vipère lubrique, qui dépassait... c'est quand même faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais disons que, bien sûr, il y avait des débats très difficiles. Il y a eu des moments de violence, de manifestations, mai 68. Il y a eu des périodes où certains de nos pays ont souffert de terrorisme. Je pense à la Rote Armee Fraktion en Allemagne, aux années de plomb en Italie, à Action Directe et déjà, hélas, certains attentats d'origine islamique en France. Mais le débat avait lieu, la légitimité du débat, la nécessité du débat. Tout à l'heure, nous avons échangé, nous n'étions pas d'accord, mais nous nous respections mutuellement. Et moi, dans ma carrière politique, je me suis toujours considéré comme libéral, en ayant cette définition de libéral. Le libéral est celui qui sait qu'il ne détient pas la totalité de la vérité et qui doit donc parler avec les autres. Et au fond, nous étions tous des libéraux dans ce sens-là. Légitimité du débat, légitimité de celui ou de celle avec qui nous débattons. Nous n'étions pas dans les mêmes familles politiques. Avec Catherine Lalumière, nous nous combattions politiquement, avec beaucoup de courtoisie, d'estime réciproque. Quand elle était au pouvoir, j'étais dans l'opposition. Quand j'étais au pouvoir, elle était dans l'opposition. Mais au fond, la France se portait bien d'avoir cette alternance, dans cet esprit. Même chose pour tous les pays voisins. Et puis voilà, ça s'est détraqué. Ça s'est détraqué il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ça s'est détraqué très vite, au même moment, dans tous les pays européens, à l'intérieur de l'Union, à l'extérieur de l'Union, Norvège, Suisse, hors d'Europe. Je ne rappellerai pas les résultats des élections américaines et les conséquences que nous suivons heure après heure, tweet après tweet. Au départ, à l'initiative de nouveaux partis politiques extrémistes, au départ plutôt de droite, d'extrême droite au nord, plutôt d'extrême gauche au sud. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais qui, avaient en commun d'introduire la brutalité, la violence, la grossièreté, la vulgarité dans le discours, l'intolérance dans les actes et dans les propos, dans les comportements, la délégitimation de celui avec qui on discutait jusque-là, et le rejet de la religion de la vérité des faits et des acquis scientifiques. Et malheureusement, ces partis politiques extrémistes ont réussi à renverser la charge de la preuve, d'abord à contaminer, pas complètement, mais beaucoup de partis politiques du mainstream, traditionnellement modérés, et d'imposer
ce qu'on appelle à Bruxelles leur agenda, c'est-à-dire leur programme, a considéré que leur priorité à eux, ça devait être les priorités nationales et européennes ou internationales, et a renversé la charge de la preuve, c'est-à-dire que maintenant, si dans la vie politique d'une de nos démocraties, vous prétendez incarner la modération, la tolérance, la vision à long terme, le respect des faits, le respect de la vérité, dans la mesure du débat politique. Le débat politique est toujours fait un peu d'exagération, de propos polémiques, de semi-vérité. Bon, c'est la vie, nous sommes des êtres humains. Et le respect des acquis scientifiques, ceux qui prétendent faire de la politique comme ça doivent ramer et sont moins bien entendus que ceux qui, en 2 tweets assassins, leur coupent la parole en disant « il n'y a qu'à Faucon ». Bien entendu, alors, une remarque, aucun de nous n'avait vu venir ça. Moi le premier. Bon. Aucun de nous, à l'heure où nous parlons, n'est capable d'en expliquer les causes profondes. Je ne doute pas que dans quelques décennies, les hommes politiques, les sociologues, les historiens, les philosophes seront intarissables pour expliquer que les causes étaient évidentes et que nous ne pouvions en arriver que là. En attendant, moi je voudrais vous inviter à réfléchir sur une des causes. Non, je ne parle pas déjà depuis 38 minutes. Ça descend. Ah bon, j'ai encore 38 minutes, très bien. C'est le sablier, c'est épouvantable. Bon, j'arrive à un âge où on n'aime pas beaucoup les sabliers dans ce sens. Enfin bon. Et donc, je voudrais vous inviter à ce que nous réfléchissions ensemble sur le rôle que l'enseignement de l'histoire, sa médiocrité, sa crise, dans certains cas son effondrement, a pu jouer parmi beaucoup d'autres causes. Je ne dis pas que c'est la première, la principale, etc., dans le développement de ces situations. Et je suis frappé de voir combien se multiplient depuis quelque temps les problèmes, les incidents politiques, diplomatiques liés à des interprétations différentes de l'histoire. De manière très très immédiate, hier avant-hier, où on commençait les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, on a appris que le président polonais n'était plus invité à prendre la parole à Yad Vashem parce que le parti politique PIS auquel il appartient en Pologne est assez ambigu sur la Shoah et les conditions dans lesquelles la Shoah s'est déroulée à Auschwitz et dans les autres camps de la mort nazis. Et c'est passé moins... ça a été plus inaperçu, mais c'est révélateur aussi, en Suède, pays qui n'a pas participé à la Shoah, qui même à travers des héros comme Raoul Wallenstein a fait beaucoup pour protéger les Juifs. La cérémonie qui était organisée à Stockholm, qui va être organisée à Stockholm, pourrait être boycottée par tous les partis politiques représentés au Parlement suédois parce que le président du Parlement, qui est un conservateur, pour la première fois a invité un représentant à cette cérémonie, un représentant du Parti des démocrates suédois, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, est un parti d'extrême droite, même quasiment néo-nazi. Donc ça se passe en Suède en 2020. Et en remontant quelques années avant, mais pas très longtemps, on se rend compte que j'ai parlé de la Suède, j'ai parlé de la Pologne. Il y a eu entre, non pas la Suède, mais l'Ukraine et la Pologne, une joute interparlementaire qui a commencé en 2015, faisant allusion, remontant à des tragédies effroyables dont on ignore tout en France, parce que nous nous intéressons qu'à notre nombril. Ce n'est pas spécifique français, nous sommes tous comme ça. Nous faisons l'Europe en ignorant totalement ce qu'a été l'histoire de nos voisins européens. Nous, Français, nous ignorons ça. Et il y a eu une période extrêmement
tragique, enfin tragédie dans la tragédie, dans une montagne d'horreur, à la fin de la dernière guerre, dans des régions contestées, la Galicie et la Volhynie, entre l'Ukraine, qui était à l'époque soviétique, et la Pologne. Dans un premier temps, des forces paramilitaires ukrainiennes, encouragées par la Wehrmacht, ont passé au fil de l'épée, où ont massacré des Polonais dans ces deux régions, sous la direction d'un personnage qui s'appelait Stepan Bandera. Dans un second temps, les communistes polonais, appuyés par l'armée rouge, ont massacré tout ce qui était ukrainien en Galicie et en Volhynie. Et ce qui est encore plus étonnant, que moi-même je n'ai appris qu'il y a peu de temps et qui m'a ahuri, c'est que ces massacres par les forces polonaises et l'armée rouge d'Ukrainiens se sont poursuivis jusqu'en 1947, où là, dans le cadre d'une opération militaire que les Polonais ont appelée Opération Vistule, et dont le nom de code était, tenez-vous bien, la solution finale, les Polonais ont massacré tous les Ukrainiens qu'ils ont trouvés, avec plusieurs milliers de morts, et les ont envoyés dans un camp qui n'était pas un camp de la mort, mais enfin qui était une annexe d'Auschwitz pendant la guerre, et où une grande partie sont morts de malnutrition, de maladies, notamment du typhus. Parmi les officiers qui dirigeaient l'opération Vistule figurait un certain capitaine Jaruzelski, ambiance, celui qui était l'auteur du coup d'État contre Solidarność en 1980. Or, en 2015, le Parlement de Kiev a pris une loi sur le statut et la mémoire des combattants de l'indépendance ukrainienne au XXe siècle, faisant de ce Stepan Bandera un héros national, interdisant toute critique des mouvements patriotiques ukrainiens, sauf à être poursuivi devant les tribunaux. Réponse du berger la bergère, 6 mois plus tard, la Diète polonaise a qualifié officiellement de génocide les massacres commis par ces organisations ukrainiennes en Volhynie-Galicie, en rendant hommage aux citoyens de la Seconde République de Pologne, brutalement tués par les nationalistes ukrainiens, et en faisant d'un délit le fait de nier ce génocide au détriment des Polonais. Histoire totalement instrumentalisée. Et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. Ayant eu moi-même, comme Catherine Lalumière, dans ma carrière politique, assez longue et variée, à me heurter à des interlocuteurs qui, manifestement, avaient du passé une connaissance qui était différente de la mienne, parfois meilleure, mais assez fortement biaisée. Arrivant à la fin de ma carrière politique, je me suis dit, si il n'y aurait pas intérêt, maintenant que j'avais plus de loisirs, à regarder ce qu'était l'enseignement scolaire de l'histoire auprès des collégiens, des lycéens, dans l'ensemble des pays européens. Et comme les problèmes de diffusion des valeurs européennes dont nous parlons aujourd'hui, y compris dans l'enseignement, relèvent de la compétence non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, organisation antérieure, moins dynamique, ayant moins de moyens, mais tout à fait respectable. Et comme le hasard voulait que l'année dernière la France assure la présidence tournante du Conseil de l'Europe, j'ai proposé que ça soit une priorité de la présidence française, ce que le gouvernement français a retenu. Et à l'issue d'une conférence qui, à l'initiative de notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, réunissait la totalité des 47 ministres de l'Éducation des pays de la Grande Europe, du Conseil de l'Europe, qui va jusqu'à la Russie, l'Ukraine et les pays du Caucase, il a été décidé de lancer une action concrète dans laquelle je vais vous dire un mot. Et j'ai commencé mes travaux, ma mission, par élaborer un état des lieux, aidé par le réseau diplomatique et culturel du Quai d'Orsay, grâce auquel j'ai pu avoir des renseignements très précis sur la situation de l'enseignement scolaire, de l'histoire dans les pays européens. L'état des lieux n'incite pas à l'optimisme. Et c'est un understatement.
D'abord, on constate que la part de l'histoire dans l'enseignement scolaire est extraordinairement variable. Cette part a diminué dans la quasi-totalité des pays au cours des 20 dernières années. Notamment, c'est un des effets négatifs auxquels on aurait pu s'attendre, mais que nous n'avions pas attendu, auxquels on ne s'était pas attendu, des classements PISA, qui depuis 20 ans sont publiés tous les 2 ans par l'OCDE, qui soumet aux mêmes examens, les mêmes épreuves, des collégiens de tous les pays membres de l'OCDE, et même au-delà, enfin des lycéens à l'âge de 15 ans, épreuves qui sont concentrées sur les mathématiques et les sciences dures, physique, chimie, biologie, qui sont les seuls sur lesquels on peut avoir des jugements objectifs et des critères objectifs permettant de comparer ce que fait un petit Coréen du Sud et un petit Slovène. Et les premières publications du classement PISA ont fait apparaître que notamment des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse, je n'ose parler de la France, étaient plutôt assez bas dans ces classements. Ça a ému un peu en France, ça a catastrophé outre-Rhin et outre-Alpes, et du coup, en Allemagne, où ce sont les Länder qui sont compétents sur tout ce qui relève l'enseignement, y compris les curricula, les programmes scolaires, en Suisse, où ce sont les cantons, ont décidé de mettre le paquet des horaires sur les sciences dures. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, parmi les 47 pays européens au sens large, dans un tiers des pays, l'histoire n'est plus une matière obligatoire à la fin des études secondaires. Nous appelons en France le niveau du bac. Et ce n'est pas des petits pays, c'est le cas aux Pays-Bas, où nos amis, les lycéens, au moment du bac, ont à choisir entre l'histoire, le violon et le foot. Alors, les jeunes filles prennent le violon, les garçons le foot, parfois le contraire. Il reste moins d'un tiers qui choisissent encore l'histoire. Cette situation ne date pas d'hier. Elle date d'il y a plus de 20 ans. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui au pouvoir aux Pays-Bas ne connaissent rien de l'histoire pourtant glorieuse de leur pays, ni de l'Europe, ni du monde, sauf des bribes, sauf ce qu'en racontent les médias et les réseaux sociaux, et sauf ce que racontent quelques, pardon mesdames, grandes gueules, démagogues, qui prennent la parole de manière brutale et évoquent des événements que personne ne connaît, qui racontent à leur manière, et ça n'est pas tout à fait un hasard, si les Pays-Bas, malgré la grande tradition d'ouverture, de tolérance, d'accueil de nos philosophes, Descartes, etc., malgré les travaux de Spinoza, a vu éclore des personnalités de plus en plus extrémistes, comme était Pim Fortuyn, puis Geert Wilders, c'est maintenant le dénommé Thierry Baudet, qui est carrément un néo-nazi et qui a remporté l'année dernière, aux Pays-Bas, les élections régionales et les élections européennes. Cette situation est comparable en Suède. J'évoquais tout à l'heure le cas du Parti démocrate, des démocrates suédois, qui est en tête dans les sondages pour les prochaines élections. C'est le cas au Danemark, c'est le cas en Italie, c'est le cas au Royaume-Uni. Notre ami Alex Taylor pourra en Belgique, en Angleterre, parce qu'au Royaume-Uni, c'est également décentralisé. Il y a des choses très, très étonnantes au niveau de l'enseignement primaire. J'étais hier à Munich, j'ai pu vérifier sur place que, de manière très curieuse, en Allemagne, l'histoire n'est pas enseignée en primaire. Pas du tout. Ce qui est dommage, parce que c'est quand on a 9-10 ans qu'on retient les principaux épisodes, les principaux personnages, les anecdotes, et que ça prend cher. Alors quand je dis ça, ça agace nos amis allemands qui disent « mais si, mais on n'appelle pas ça histoire, on appelle ça sciences humaines et sociales ». Sauf qu'un gamin de 6 ans, lui dire ton cours de sciences humaines et sociales, qu'est-ce que tu en penses? Et quand on regarde le programme, on se rend compte que ça comporte beaucoup de choses. Par exemple, le secourisme, l'art de faire marcher un défibrillateur. Je trouve ça excellent, à mon âge. Mais enfin, tout de même, comment se laver les dents, l'hygiène dentaire. Bien.
ce qui relève plutôt du scoutisme ou de ce qu'on appelle l'enseignement moral et physique. Et par contre, il y a un pays où l'histoire n'est enseignée qu'en primaire, c'est l'Irlande, la République d'Irlande, pour des temps historiques propres à l'Irlande. Alors en Irlande, le primaire va jusqu'à 12 ans, pas 10 ans, mais enfin, c'est quand même assez surprenant, les jeunes Irlandais ne connaissent pas les conditions dans lesquelles l'Irlande est devenue indépendante. Ils ont retenu qu'il faut haïr, dans le doute, il faut haïr les Anglais, mais ils ne savent pas trop dans quelles conditions cette indépendance a été acquise. Deuxième observation, il y a deux conceptions de l'enseignement de l'histoire qui se concurrencent, s'opposent moins aujourd'hui. C'est une émulation qui, avec le temps, devient constructive, mais qui, au départ, donnait lieu à beaucoup d'ambiguïté. Il y a la conception que, pour simplifier, je qualifierais de française, où l'histoire, c'est une acquisition de connaissances. On apprend le récit du passé. C'est l'histoire que ma génération a appris dans le Malais-Isaac. Voilà. Il y a une chronologie, il y a de grands événements. Il n'y a pas que des grands événements, il n'y a pas que des batailles et des traités de paix. Il y a des grands événements économiques, idéologiques, religieux, spirituels, etc. C'est la conception française avec son intérêt, ses limites. Et puis il y a une conception qui au départ était la conception allemande. Et on comprend qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour les historiens allemands, pour les hommes politiques allemands, c'était extrêmement difficile de décider de ce qu'on allait enseigner du passé de l'Allemagne. Nous n'imaginons plus aujourd'hui combien, après la Deuxième Guerre, les Allemands doutaient de leur propre capacité à devenir un jour un pays normal, une démocratie normale, qui serait capable d'être en paix avec ses voisins et de se gouverner démocratiquement et pas avec un dictateur ou un système autoritaire, comme ça avait été le cas dans le siècle qui a précédé. Et donc, ils ont eu en quelque sorte honte d'enseigner l'histoire, au moins contemporaine, de l'Allemagne, et ils ont choisi d'utiliser l'histoire comme discipline scientifique pour former des citoyens. C'était une bonne idée. C'est-à-dire que, de façon à ce que la jeune génération allemande ne succombe pas à une propagande du type de ce qu'avait été la propagande nazie, on va leur apprendre à travailler sur des faits, à écouter des avis différents, à vérifier les sources, bref, tout le travail de l'historien qui fera des petits Allemands, des jeunes Allemands, des citoyens à l'esprit critique et prêts à se faire leur opinion personnelle et pas à boire tout ce qu'on leur donnera à boire de la part du pouvoir. Sauf que cette conception-là a fini par faire disparaître tout élément chronologique, tout événement, tout grand événement, toute date importante, tout personnage important. Et même si on a maintenant essayé de combiner les deux approches, la bonne solution étant évidemment mêler les deux approches, connaissance et compétence, il reste de cette conception, que je qualifie d'allemande, des résidus qui sont un peu préoccupants. Je prendrai l'exemple de la Suisse. Quand on regarde les manuels des collèges en Suisse romande, il y a une histoire qui est assez chronologique, mais on n'a ni date, ni événement, ni personnage. Donc rien n'a eu lieu. C'est une histoire hors sol. Alors pour sentimentalement et affectivement enraciner les gamins, c'est un peu compliqué. Alors, manuel des lycées, alors là, c'est un peu plus précis. Par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, on explique les étapes de la guerre. Et, ce qui est remarquable, on s'interroge sur ce qu'a été le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et au lieu de se féliciter du fait d'être resté neutre, le manuel dit on en a quand même pas mal profité. Dans nos banques, il y avait à la fois l'argent des Juifs et l'argent des nazis. Ils le disent. Bravo. Sauf que il n'y a pas un seul nom d'homme ou de femme, sauf Hitler-Staline. Churchill ne connaît pas. Bon, De Gaulle, évidemment, n'existe qu'en France. Mais les autres, ceux qui après-guerre, Adenauer et tout ça, rien. Donc, quand on vient en France, regardez le programme, alors la partie obligatoire
du programme d'histoire des lycées en première, sur la Première Guerre mondiale, il est demandé d'enseigner la souffrance des combattants des tranchées. Pas de nom. On ne sait pas qui est Foch, on ne sait pas qui est Joffre, on ne sait pas qui est Clémenceau, et on ne sait pas qu'il y a eu un traité de Versailles. Donc, les conséquences ont été gigantesques par la suite. Donc, bon. Statut d'Emmanuel. Je continue la présentation de l'état des lieux de l'enseignement de l'histoire. Les manuels d'histoire. Les manuels d'histoire, autant de pays, autant de régimes. La France se signale par une situation remarquable qui m'a fait peur quand je l'ai apprise, et je me rends compte que, à l'expérience, ça fonctionne bien, parce qu'il y a de fortes traditions de liens, dans le bon sens du terme, entre le corps enseignant, les historiens, chercheurs, scientifiques, les éditeurs, les auteurs, tradition humaniste, dirait notre ami, dans le très bon sens du terme. Donc il y a une liberté totale. N'importe laquelle d'entre nous peut rédiger un manuel. Et s'il trouve un éditeur, le manuel est soumis à vente, sachant que chaque enseignant choisit le manuel qu'il recommande à ses élèves. Cette situation est également celle des Pays-Bas, de tous les pays scandinaves et d'un pays comme l'Irlande. Dans la plupart des pays, il y a quand même l'obligation d'avoir un label, un certificat de conformité entre les chapitres du manuel et le programme. Alors, conformité donnée au niveau national dans certains pays ou au niveau régional des Länder, par exemple, dans le cas de l'Allemagne. C'est le cas en Autriche, c'est le cas en Italie, c'est le cas au Royaume-Uni. C'est le cas d'une manière assez originale dans les pays baltes où le certificat de conformité n'est pas donné par l'administration ou par le gouvernement, mais par des associations d'enseignants. C'est le cas aussi dans un pays comme l'Islande. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, il y a des situations un peu étranges. En Slovaquie, il y a un seul manuel. Vous voulez savoir pourquoi? En Grèce, cher ami, aussi. À Chypre, il y en a deux. Et donc, on a le choix, je parle souvent de contrôle, entre le manuel chypriote et le manuel grec. Je crains qu'aucun des deux ne donne une vision très optimiste de la Turquie. En Hongrie, en Roumanie, il y a deux manuels. Alors en Hongrie, c'est autre chose, les Hongrois sont plus subtils. Il y a 2, 3, parfois 4 manuels pour certains niveaux de classe, mais il y a un seul éditeur. Et puis c'est bizarre, cet éditeur, il y a 2 ans, il a été nationalisé et il est maintenant dirigé par un proche du Premier ministre. Alors, après le statut du manuel, il y a le contenu. Qu'est-ce qu'il y a? Le récit, qu'est-ce qu'on raconte? Et là, malheureusement, on constate des cas absolument dramatiques, dont on pensait que ça ne pourrait plus jamais se produire en Europe. Il y a le cas de la Pologne. J'étais à Gdansk il y a quelques mois, et j'ai appris de la part d'enseignants polonais qui m'ont traduit les manuels sur lesquels ils allaient être amenés à travailler depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, au titre de l'histoire contemporaine, les lycéens polonais apprennent que Solidarność aurait été créé par les frères Kaczynski et que Lech Walesa aurait été un agent de la CIA. Bourrage de crâne insensé. En Hongrie, alors c'est plus subtil. Dès leur plus jeune âge, et je l'ai vérifié dans des classes à Budapest, les livres d'histoire de la Hongrie ont en page de garde la carte de la Hongrie. Non pas la carte de la Hongrie d'aujourd'hui, la carte de la Grande Hongrie du temps de l'Empire des Habsbourg, c'est le royaume de Hongrie qui comportait à l'époque, outre la Hongrie actuelle, la Croatie, la Slovaquie, une partie de la Slovaquie, la région de Banja Bristica, la Voïvodine serbe, la Transylvanie et le Banat de Temešvar-Timișoara en Roumanie, et même un bout de l'Ukraine, la Ruthénie subcarpatique. Quand je fais remarquer ça à mes amis hongrois, ils me disent « oui, c'est normal ». Je dis « oui, d'accord les gars, ça vous fait plaisir ».
Sauf que imaginez que la page de garde des livres d'histoire en France reproduise la carte de la France napoléonienne à 120 départements, dans lequel il y avait un département Bouches de l'Elbe, chef-lieu Hambourg, un département du lac Léman, chef-lieu Genève, un département Bouches du Tibre, Rome. Bon, évidemment, vu d'Italie, vu d'Allemagne, vu de Suisse, il y aurait des sentiments mêlés. Mais le pire pourtant est ailleurs. Il est en Bosnie-Herzégovine, où nous, Européens, après avoir été incapables d'empêcher la guerre civile qui a déchiré les anciennes républiques de Yougoslavie, nous avons quand même été capables de décider, de le faire, de financer la reconstruction de tous les équipements publics qui avaient été détruits pendant la guerre. Et nous avons, ce qui est normal, mis comme condition à ce financement, dans le cas des écoles, que les enfants des 3 communautés qui s'étaient fait une guerre épouvantable soient scolarisés dans les mêmes établissements. Allez à Sarajevo, vous vérifierez que c'est le cas. Sauf que vous constaterez par exemple qu'au rez-de-chaussée, vous avez des petits musulmans, qu'au premier étage, vous avez les petits catholiques, et au deuxième étage, les petits orthodoxes. Et que chacun arrive avec son livre d'histoire différent, dans lequel il apprend que sa famille a été massacrée par les parents du dessus ou les parents du dessous. Ce qui veut dire que nous, Européens, nous portons la responsabilité d'avoir laissé faire une situation dans laquelle nous avons maintenant la garantie que la jeune génération de Bosnie se hait autant que la génération précédente. Nous avons entretenu les haines en Bosnie. Et le processus de réconciliation n'a pas recommencé du tout. Et il y a encore pire dans le pire, c'est l'Irlande du Nord. Je parle là aussi notamment sous le contrôle du cher Alex. L'enjeu le plus grave du Brexit, ce n'est pas les problèmes économiques et financiers, on trouve toujours des solutions. C'est la tragédie qui couve encore en Irlande du Nord. Et selon la manière dont se dénoue l'affaire, pas simplement la situation provisoire à partir du 31 janvier, mais la situation définitive de nos relations, type de relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, on peut voir réapparaître ce que pudiquement nos amis britanniques appelaient les Troubles, et qui était une guerre civile qui a fait plus de 3000 morts. Et si vous allez aujourd'hui à Belfast ou à Londonderry, comme disent les Irlandais, vous constaterez qu'il y a plus de fils de fer barbelés qu'avant. Les petits catholiques vont toujours dans des écoles catholiques, les petits protestants vont toujours aux écoles protestantes, et chacun apprend consciencieusement à haïr l'autre comme ses parents se haïssaient entre eux. Et là encore, nous, Européens, nous sommes coupables. Alors là, c'est plutôt nos amis britanniques qui étaient en première ligne. Mais enfin, nous avons veillé à ce que l'enseignement d'histoire entretienne les haines à feu doux, pour remettre le feu plus vif si les besoins s'en fait sentir. Et donc, si l'on résume cet état des lieux, cette situation, on se rend compte que c'est un peu sombre comme résumé, mais enfin, si on veut agir, il faut ne pas se voiler la face sur la gravité de la situation. Dans la moitié des pays européens, tous les pays d'Europe centrale et pays à l'Est, pratiquement sans exception. Dans certaines régions des pays d'Europe de l'Ouest, au Pays basque espagnol, en Catalogne, pas en Galicie, pas en Galice espagnole, ni en Andalousie, en Flandre, en Écosse, ce qu'on enseigne sous le nom d'histoire relève plutôt de la propagande nationaliste, ce qu'on enseignait en France et en Allemagne et partout avant la guerre de 1939-1945. Et dans une autre petite moitié des pays européens, on n'enseigne plus l'histoire, ou si on l'enseigne, elle n'est plus apprise et retenue par les élèves. Je dois dire que, pour une fois, la France n'est pas mal placée, parce qu'après
des périodes d'hésitation, et après une vingtaine d'années pendant lesquelles on n'enseignait plus vraiment l'histoire, on recommence à l'enseigner sérieusement. Et en Allemagne, la situation varie selon les Länder, mais honnêtement, c'est pas là que c'est le pire. Et je dois dire aussi, nos amis italiens, nos amis espagnols, nos amis portugais, alors eux en sont restés plutôt au Malais Isaac, national, mais bon, on continue, sous réserve du fait qu'en Italie et au Portugal, l'histoire n'est pas une matière obligatoire au baccalauréat dans toutes les filières, parce qu'il y a évidemment plusieurs filières. Alors à partir de là, que faire ? D'abord, après ce panorama assez négatif, il faut voir quand même la face lumineuse, bright side of the coin. Il y a des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour remédier à cette situation très préoccupante. Le Conseil de l'Europe, qui est une organisation belle au bois dormant, a quand même fait beaucoup de choses, belle au bois dormant depuis qu'elle n'a plus à sa tête un secrétaire général de la dimension et du dynamisme de notre chère Catherine, a fait beaucoup de recommandations, très bien rédigées, et a mis en réseau, dans une organisation qui s'appelle Euroclio, pour des raisons que chacun comprendra, des enseignants du secondaire de tous les pays du Conseil de l'Europe pour qu'ils s'habituent à travailler ensemble, à échanger sur les pratiques, la pédagogie, la didactique, mais aussi, chacun étant malheureusement évidemment limité par son programme national ou régional d'enseignement, le contenu de son programme, a essayé quand même d'échanger des présentations pour s'écouter mutuellement de façon à ce que cet enseignement soit fait dans un esprit de réconciliation entre les élèves et les pays, et non pas dans un esprit d'hostilité mutuelle. D'autre part, il y a tout ce qu'apporte Internet, depuis Wikipédia, qui est une réussite assez remarquable, jusqu'à, à travers Internet, la possibilité qui est donnée à chacune et à chacun d'entre nous d'avoir accès à toutes les sources d'informations, à toutes les bibliothèques du monde entier, et aux travaux d'historiens des mondes entiers. Et ça, c'est extraordinairement important, parce qu'on se rend compte, par exemple, que, dans le cas de la Pologne, un sujet qui est extraordinairement difficile pour tous les Polonais aujourd'hui, le rôle qu'un certain nombre de Polonais ont joué dans la complicité de la Shoah. Eh bien, celui qui a obligé les Polonais à en prendre pleinement conscience, c'est un historien polonais qui, ne pouvant pas travailler librement en Pologne, avant même l'arrivée du PiS au pouvoir, il s'appelle Gross, est allé aux États-Unis, à Princeton, et de Princeton a publié des ouvrages qui font autorité. De la même manière que nous, Français, après une période longue, pendant laquelle nous avons présenté l'occupation, avec un grand O, comme une période dans laquelle une large majorité de Français étaient dans la résistance et s'opposaient au régime nazi. Et là, il y avait une espèce de complicité des gaullistes et des descendants des résistants, les communistes au premier rang, pour laisser diffuser ce sentiment. Et puis jusqu'au jour où un universitaire américain, Robert Paxton, a publié un ouvrage qui aujourd'hui fait autorité et qui montre que, hélas, pendant la plus grande partie de la guerre, pas dans les tout derniers mois, la plus grande partie des Français étaient soit relativement satisfaits, soit résignés au pétainisme. Donc, c'est à travers les contacts que maintenant plus personne ne peut empêcher avec le monde extérieur, avec les universités des autres pays, en Europe ou hors d'Europe, on peut prendre connaissance d'informations, de faits, de travaux scientifiques que notre gouvernement, le gouvernement ici ou là, ne souhaiterait pas diffuser. Alors à partir de là, j'ai fait un certain nombre de propositions qui ont été reprises par le gouvernement français et pris en compte par le Conseil de l'Europe et qu'il va falloir maintenant mettre en œuvre. D'abord, un mot sur l'esprit.
de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Il ne s'agit pas d'imposer de l'extérieur quoi que ce soit sur les programmes d'enseignement, ou le statut des manuels, ou les conditions d'élaboration du programme, ou les conditions de formation de professeurs. Pas du tout. Chaque État, tant que nous avons des États-nations, chaque État est libre de décider comment il organise son système éducatif. Alors, au niveau national pour la plupart, au niveau régional, éventuellement dans les pays fédéraux ou en Espagne, ou au Royaume-Uni, il appartient à chaque nation de décider ce qui est important de transmettre à la génération qui vient. Il n'y a pas de compétence de l'Union européenne, il n'y a pas de compétence autre que des recommandations pour le Conseil de l'Europe ou pour l'UNESCO. Donc, compétence nationale exclusive. Mais la valeur ajoutée que nous proposons par rapport à ce qui existe jusqu'à présent, c'est de mettre en place un système rendant publique la manière dont chacun de nos pays remplit les engagements qu'il a pris de manière répétée en adhérant à ces organisations, en adoptant les conventions, les recommandations publiées par ces organisations, et qui portent sur 3 points. Il se trouve que jusqu'à présent, personne n'a vérifié si la France, la Russie, le Portugal, la Croatie, l'Azerbaïdjan respectaient ces engagements que nous avons tous pris. Premièrement, un enseignement basé sur des faits vérifiés, evidence-based science, c'est-à-dire le contraire du récit polonais que j'ai cité. Deuxièmement, un enseignement dans un esprit de réconciliation. On peut parfaitement, sur des faits réels, avoir un récit qui antagonise fortement avec les voisins, un récit de vengeance, de revanche. C'était l'enseignement de la Vis en France entre les deux guerres. On voulait se venger de 1870 et récupérer l'Alsace-Lorraine. Et là, nous avons un exemple magnifique montrant que c'est tout à fait possible, qui est justement franco-allemand, c'est le manuel franco-allemand. Il y a une quinzaine d'années, à l'initiative de Xavier Darcos, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, des historiens français, des historiens allemands se sont mis d'accord pour rédiger un manuel d'histoire contemporaine qui peut être directement utilisé par les enseignants et les lycéens pour leur usage. Donc c'est tout à fait possible. Et pour illustrer un petit peu ce que doit être l'état d'esprit de réconciliation, je prendrai un seul exemple. Le 11 novembre 1918. Comment le raconter ? Je prends cet exemple parce que dans l'élaboration d'un manuel franco-allemand, c'est ce qui a fait le plus problème. Ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas non plus la proclamation du Premier Reich allemand dans le Palais des Glaces de Versailles. C'est les suites du 11 novembre 1918. En France, ça a été vécu comme le jour de victoire. Et d'ailleurs, on ne le dit pas trop, mais enfin, ça remonte à plus de 100 ans et c'est la dernière victoire de l'armée française. Toutes les guerres que nous avons menées depuis étaient des défaites. Mais donc on s'en réjouit et en même temps, on pleure évidemment les sacrifices humains considérables. En Allemagne, le souvenir est extraordinairement différent. Ce n'est pas simplement une défaite, c'est une étrange défaite. Parce que l'Allemagne demande l'armistice, mais à ce moment-là, il y a plus d'1 million de soldats allemands qui occupent le sol français, il n'y a pas un seul soldat français qui occupe le sol allemand. Et donc c'était très facile après pour des hommes politiques sans scrupules, évidemment à la limite Hitler, mais d'autres avant Hitler, d'expliquer au peuple allemand, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Notre armée glorieuse a été trahie dans le dos, et ça a été en fait le début d'un enchaînement de phénomènes qui, après la crise économique de 1929, a conduit à l'hitlérisme. Donc, souvenir difficile. En Hongrie, souvenir d'une tragédie, puisque la grande Hongrie s'est ratatinée. Par contre, en Roumanie, hurrah ! Et donc on fête, parce que la Roumanie a récupéré
la Transylvanie que depuis des siècles, elle se disputait comme nous, l'Alsace et la Lorraine. Alors le plus amusant, c'est en Autriche, parce qu'évidemment, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fin de l'Empire des Habsbourg, de l'Empire d'Autriche, c'est la fin d'Autriche. Il y a maintenant une petite république qui est une espèce de Suisse bis. Et alors les Autrichiens, finalement, ont décidé de traiter ça avec humour. Ils ont décidé que C'est vous qui sonnez, là. C'est vous qui sonnez parce que c'est moi qui... Oui, c'est ça, oui. C'est un méchant, c'est pour me faire taire. Bon. Alors, je vais achever très vite. Les Autrichiens ont décidé que Carnaval commencerait le 11 novembre. Donc ils se réjouissent, ils ne savent plus pourquoi ils se réjouissent. Normalement, Carnaval, c'est plutôt au printemps, mais enfin bon, voilà. Donc, je prends cet exemple parce que, selon la manière dont vous le traitez, vous pouvez trouver un magnifique prétexte à toutes les revanches et à recommencer les massacres. Mais vous pouvez aussi, en écoutant la version de l'autre, comprendre ce que ça a signifié. Mieux comprendre l'enchaînement des événements qui ont suivi et faire en sorte qu'on ne se remette plus dans ces situations-là. Donc, esprit de réconciliation. Troisième condition, avoir au moins un socle commun, chacun choisit son programme. Si les Espagnols décident de se concentrer sur l'histoire de l'Espagne, le siècle d'or, très bien, mais que tout de même, notamment parmi les pays membres de l'Union européenne, mais au fond, ça devrait s'appliquer aussi aux pays membres du Conseil de l'Europe, puisqu'on est 12 membres, qu'au titre de l'histoire contemporaine, on enseigne aussi ce que j'appelle la paix européenne, la période de paix européenne, de paix stable, de réconciliation des peuples, de paix des cœurs, qui a commencé au milieu des années 50, avec le début de la construction européenne, et qui s'est poursuivie jusqu'à présent, mais qui ne se poursuivra pas si nous enseignons une propagande nationaliste à nos enfants, ou si nous n'enseignons plus du tout l'histoire à nos enfants. Donc, l'état d'esprit, c'est ça. Compétence nationale. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, mais à condition de respecter les engagements qu'il prend vis-à-vis de nous, vis-à-vis de lui-même. Evidence-based, esprit de réconciliation, et qu'on ait au moins une matière commune, un chapitre commun dans nos programmes d'histoire qui restent différents, qui est l'histoire de la paix européenne, chacun enseignant cette paix européenne comme il l'entend. Il est normal que les Tchèques n'aient pas de l'Union européenne et du rôle, de la manière dont ils ont négocié leur entrée et du rôle que l'Union européenne joue dans la politique tchèque, la même vision qu'en ont les Irlandais ou qu'en ont les Néerlandais. Alors à partir de là, nous avons fait un certain nombre de propositions, la principale étant de créer un observatoire qui ait pour mission de collecter toutes les informations du type de celles que j'ai collectées un peu rapidement et avec des procédés d'amateurs, mais là selon une démarche qui sera une démarche scientifique, sur l'état des lieux, le contenu des programmes, qui élabore le programme, le statut des manuels, l'esprit du récit des manuels, est-ce qu'on enseigne ou pas la construction européenne, est-ce que c'est une matière obligatoire ou pas obligatoire, est-ce qu'on l'enseigne dès l'enseignement primaire, etc. Tout ce que nous avons vu. Aucune de ces informations n'est confidentielle. Par définition, au bulletin officiel d'éducation nationale figure le contenu des programmes dans tous nos États et, par définition, les manuels sont disponibles dans n'importe quelle librairie. Mais la situation actuelle est ce qu'elle est parce que personne ne s'intéresse à ce qui est enseigné en matière d'histoire dans le pays voisin. Et en faisant cette enquête, j'ai été très surpris de voir, que je ne citerai pas de nom en public, mais que quelques-uns des plus grands historiens français contemporains, et nous en avons de tout à fait remarquables, il y a un d'ailleurs de remarquable dans presque tous les pays européens, sont tombés des nues quand je leur ai montré le résultat de nos investigations. Et donc ça n'est possible que parce qu'on ne sait pas que c'est comme ça. Et donc le pari, c'est que du moment qu'on rendra ça public, avec suffisamment de retentissement, ben ça va décoiffer et ça va obliger les uns et les autres à bouger. À condition qu'on donne certain retentissement, et donc
deuxième proposition, face à la mise en place, au moment de la mise en place de l'Observatoire, on organise plusieurs débats internationaux au niveau européen, dans le cadre du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, de l'UNESCO, au niveau des académies. Il y a une quarantaine d'académies dans les pays européens qui s'intéressent à l'histoire. En France, il y en a 2. Dans la plupart des pays, c'est une branche de l'Académie des sciences sociales ou des sciences humaines. Débat entre les universités. Vous savez qu'à l'initiative du président Macron, se sont constitués des réseaux d'universités qui ont le statut, le label Université européenne, qui sont encouragés, subventionnés par la Commission européenne. Et l'un de ces réseaux, dont le leadership est assuré par Sciences Po Paris, est compétent en matière d'histoire. Et les dirigeants m'ont dit qu'ils étaient prêts à organiser, le jour où l'Observatoire publie son premier état des lieux, un grand débat pour faire en sorte qu'on se pose la question, on s'interroge et parfois on s'indigne de voir que les mêmes événements sont présentés de manière très différente sur les pays, ou que des pans entiers de notre passé commun glorieux sont ignorés dans certains pays, et qu'au contraire le projecteur est braqué un peu à l'excès sur certaines parties ou certains moments ou certains personnages ou certains événements de notre passé commun. Donc, des cercles de débat. Recommandation d'un socle européen commun, donc ce que j'appelle la paix européenne. Et pour cela, j'ai fait une proposition extrêmement concrète. Je me souviens, peut-être parmi ces messieurs, quelques-uns de ma génération s'en souviendront aussi, d'avoir participé, quand j'étais lycéen, à la fin des années 50, à Châteauroux, à un concours dit de la Journée européenne des écoles, qui était organisé par le Conseil de l'Europe, et qui consistait à faire une dissertation sur un sujet qui était le même dans tous les pays. Il devait y avoir à l'époque une dizaine de pays. Un sujet relevant de culture générale. Ce n'était pas purement historique, littérature, un peu philosophie, enfin au niveau de collégien. Et j'étais très fier, j'en ai gardé un souvenir précis, puisque j'ai eu le 111e prix ex aequo, ce qui est quand même formidable. Je n'ai jamais su s'il y avait plus de 112 participants. Mais ce qui est important, et qui quand même secoue mes interlocuteurs au niveau gouvernemental quand je l'évoque, c'est que ça veut dire que 12 ou 13 ans après la dernière guerre, on avait suffisamment de proximité entre nos programmes du collège et de lycée pour être capable d'organiser entre nos pays des épreuves de sciences humaines, de culture générale, identiques. Nous serions incapables de le faire aujourd'hui. Les Allemands ne peuvent pas le faire parce que les programmes sont différents selon les 16 années. Ils ne peuvent même pas le faire au niveau national. Et les Hollandais ne peuvent pas non plus le faire au niveau national parce qu'en Hollande, c'est chaque établissement qui décide du contenu de son programme d'histoire. Pardon ? Je suis néerlandais, je connais ça. Il y a cette liberté-là. Oui. Au niveau national, il y a certaines choses qui sont mises à l'examen. Donc il y a chaque histoire est libre. Oui. Mais il y a certaines matières qu'il faut connaître pour passer l'examen. D'accord. Mais alors, il y a... C'est juste un pays. Oui. Mais aux Pays-Bas, oui, absolument. Mais aux Pays-Bas, il y a déjà une dizaine d'années, un arrêt du Conseil d'État qui avait déclaré le simple fait d'avoir un programme national, alors pas pour l'examen, mais le programme d'enseignement national d'histoire obligatoire pour tous les établissements d'enseignement, contraire à ce qui est, je crois, l'article 23 de la Constitution néerlandaise sur la liberté d'opinion. Donc, on a des cultures extrêmement différentes. Donc, je fais cette proposition, et puis, enfin, je termine en disant que, dans les propositions que j'ai faites, sur lesquelles le président de la République n'a pas fait sa religion, si j'ose dire, c'est qu'on ajoute un critère d'adhésion à l'Union européenne pour les pays qui sont candidats, qui est la réconciliation mémorielle avec les pays voisins. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, si on prend ce critère, il est inimaginable d'envisager aujourd'hui,
mais bien entendu, nous l'espérons tous dans quelque temps, que la Bosnie, que la Serbie, que le Kosovo, que l'Albanie, que la Macédoine du Nord, oui, à peu près là, j'ai fait le tour, de dire tous les pays des Balkans qui ne sont pas encore dans l'Union, entrent dans l'Union. Et si on avait mis cette condition, certains des pays qui sont actuellement membres de l'Union ne seraient pas entrés dans l'Union. L'idée, c'est l'Union, puisqu'à partir de l'Union, nous avons bâti l'Europe de la paix, nous ne pouvons pas importer des haines nouvelles dans l'Union. Il faut apaiser les haines qui existent et on ne va pas importer des haines nouvelles. Merci. Je voudrais juste apporter, parce que ça rejoint une conversation que j'ai eue avec Madame de la Lumière tout à l'heure. Est-ce que vous savez quelle est la sitcom la plus regardée de la télévision britannique? Non, mais vous allez nous le dire. Voilà. L'émission drôle la plus regardée, en général on dit Monty Python, Mr Bean ou Benny Hill. Pas du tout. Il y a une sitcom qui est diffusée depuis 60 ans et c'est diffusé ce samedi en prime time à la BBC. Et c'était fabriqué dans les années 60. J'en parle dans mon livre parce que si vous voulez comprendre le Brexit, vous pouvez regarder cette sitcom et en 2 minutes, vous avez compris le Brexit. C'est une sitcom qui s'appelle Dad's Army, l'armée de papa. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la vieille garde. C'est une sitcom qui est très drôle, qui était tournée dans les années 60, sinon ça ne passerait pas. Tous les samedis en prime time à la BBC. Et si vous regardez sur YouTube le générique de Dad's Army, vous avez le drapeau anglais et tout d'un coup la croix gammée qui vient. C'est une chanson d'époque. Who do you think you are kidding, Mr. Hitler? Vous pensez que vous vous moquez de qui, Monsieur Hitler, si vous pensez que l'Angleterre est fichue? C'est une chanson d'époque. Et cette sitcom véhicule pour ma génération, qui est la génération... Moi, je n'ai pas voté le Brexit, évidemment. Je me suis anti-Brexit à mort. Mais ma génération a voté le Brexit. On n'a pas appris l'histoire dans l'école. On avait le choix entre la géographie et l'histoire dans les années 60. Et 80% des gens qui étaient à l'école avec moi ont choisi la géographie parce que nos parents nous ont dit « oublions, c'était terrible ». Et donc notre mémoire, c'est pour aller dans votre sens, n'était pas uniquement dans les écoles, c'était à la télé. C'est à la télé aujourd'hui encore parce que UKIP a transformé en 2014 la chanson Who do you think you are kidding, Mr. Hitler, en Who do you think you are kidding, de qui vous pensez vous vous moquez, Monsieur Juncker. Et c'était leur chanson pendant le référendum du Brexit. Et c'est pour vous dire à quel point, parce que moi j'en parle dans mon livre, et c'est pour ça que je vous écoutais avec beaucoup plus de soin, parce que c'est pas toujours dans les cours à l'école. Moi, Absolument. tout ce que je pensais de l'école, tout ce que je pensais de la Seconde Guerre mondiale, parce que mon père, qui a eu des médailles et qui s'est battu, mais on parlait jamais, comme beaucoup de gens comme ça. Comme mon père, oui. Moi, la Seconde Guerre mondiale, c'était Dad's Army. Oui. Pourquoi? Parce que, contrairement à l'expérience qu'on a sur le continent, pour les Britanniques, où le Brexit est une crise profonde d'identité, là, c'était un repère sûr. La Grande-Bretagne dans toute sa gloire, avec tous les gens très vieux et incompétents et sympathiques qui ont sauvé l'Europe. Et c'est un repère pour eux, c'est une façon de se raconter une histoire, une mythologie qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la génération qui regarde. Mrs. May, par exemple, a dit une fois, mon émission préférée, c'est Dad's Army. Ouais, on a tout compris. Excusez-moi, je vais vous apporter, je vous écouter, et c'est un peu ça. De la même manière, merci cher ami, j'ajouterai, et puis j'écouterai surtout. Cherchez le générique Dad's Army sur YouTube et en 30 sur secondes, YouTube, vous comprenez d'accord. YouTube, Dad's Army, vous comprenez le Brexit. J'ai regardé tous les grands débats sous Theresa May, puis après Boris Johnson à la House of Commons à propos du Brexit. Je dois dire, c'était un spectacle plein de rebondissements, mais quand même terriblement attristant. Terriblement attristant. Attristant, mais passionnant en même temps. Moi, passionnant, oui. 18 heures par jour. Non, mais il est clair que ça met au chômage tous les scénaristes de séries télévisées. Entre Trump et le Brexit, la réalité dépasse la fiction. C'est impossible d'imaginer de telles situations. Mais prolongeant ce que vous venez de dire, moi je me demande vraiment, sérieusement, si le fait
que l'on assiste à cette résurgence d'un autoritarisme de droite, d'extrême droite, et d'un vieux marxisme complètement démodé à gauche, ne tient pas en partie, encore une fois je ne dis pas c'est l'explication de tout, mais en partie au fait que la génération que cela intéresse ne connaît pas l'histoire. Et ne connaît pas à quel point l'autoritarisme d'extrême droite a mené à des tragédies et l'ultracommunisme a mené à des tragédies assez comparables. Et si on avait un minimum de connaissances historiques, ben on chercherait ailleurs que dans la résurgence de ces vieilles lunes, quoi. Alors, je suis très partagé parce qu'on déborde sur le temps, mais on pourrait vous écouter pendant des heures, Monsieur Lamassoure. Je suis sûr que vous avez des questions. Vous restez avec nous jusqu'à la fin ou vous... Non, malheureusement, c'est de la grève, il faut que j'aille à pied. Vous donne des questions et puis est-ce que les autres intervenants peuvent rester un tout petit peu plus si on mange sur le temps de la dernière table ronde? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on pose des questions ici parce que ce serait dommage de ne pas poser des questions peut-être à Monsieur Lamassoure si vous en avez. Voilà. Donc, je prends sur moi de changer, bousculer un peu le conducteur. Surtout, mais la seule chose, c'est est-ce que les intervenants qui sont prévus plus tard peuvent rester un peu plus longtemps? De toute façon, vous êtes prévu jusqu'à 19h, donc et on fera une table ronde qui était prévue sur 1 heure, beaucoup plus courte à la fin de vos interventions. Ça vous va? Ça vous va? Parce que moi, je sentais qu'il y avait des questions. Je veux pas. Ce que je vais faire en revanche, parce que je sens que les réponses de M. Lamassoure risquent de durer genre 2 heures chacune, je vais balayer la salle, recueillir genre 4-5 questions, prenez des notes et vous répondez dans un ensemble. En général, ça vous va, sinon nous sommes là jusqu'à mardi. Voilà. Qui souhaite... Voilà. Oui, alors Davoud Kad, fondateur de Fédéral Europe, parti franco-allemand de droite, pour créer un gouvernement franco-allemand dans un premier temps. Merci, Monsieur Lamassoure, pour vos précisions, pour toutes ces explications. Sur l'Observatoire européen, je continue à penser qu'il faudrait quand même un institut d'histoire européenne, comme on a une banque centrale européenne, pour aller vers une souveraineté européenne, cette fois-ci en matière historique, qui ferait des propositions, qui n'imposerait rien, mais ce serait un progrès. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le libéralisme, sur la définition des libéraux. Moi, je dirais plutôt dans le sens d'un groupe politique qui fait suffisamment de place aux libertés pour assurer le développement individuel et collectif. Parce que si on dit que le libéralisme, ça consiste essentiellement à respecter la position adverse, à ce moment-là, ma question est la suivante. Dans quelle mesure la politique se différencie de la science ? Et en politique, il y a quand même une part assez importante de conviction et d'image, notamment dans le système politico-médiatique qu'on connaît et qu'on ne pourra pas éviter. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la politique et la science. Merci. Peter Davidse, merci. C'est difficile de parler après un orateur si chevronné que vous. J'ai une remarque sur votre proposition d'histoire comparée. Ça me semble très utile. J'étais directeur du bureau des fédéralistes mondiaux aux Pays-Bas et a fait un ancien éducateur de l'école primaire qui a fait ça un peu avec l'Hongrie et l'Union soviétique à ce temps-là. Et je suis curieux de savoir comment c'est enseigné en France la Révolution française et son histoire. Parce que lui donnait l'exemple d'une plaque, une sorte de poster qu'on voit souvent dans les classes primaires. Et c'était une ville avec des bateaux et des gens barbus. Et les soviétiques demandaient, mais qui c'est ça? Et c'était la libération de Leiden sous le siège des Espagnols, qui est pour l'histoire nationale néerlandaise un grand moment où la résistance a vécu. Bon, ce n'est pas la préhistoire, mais c'est le commencement de la modernité. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième, c'est l'application des règles.
est-ce que l'Union européenne vraiment une communauté, comment dire en français, gérée par des règles. Regardons le pacte de solidarité financière. Les grands pouvoirs, les grands dinosaures sont traités un peu différents. La crise euro pour l'Italie n'est pas la même crise euro que pour la Grèce. Et une dernière remarque sur le Brexit, à mon avis, c'était très circonstanciel. C'était parce qu'il y avait les attentats dans les métros qui ont provoqué une impopularité de Theresa May, et c'était 50%, 50%. Donc on peut se demander, est-ce que c'est vraiment démocratique? Et c'était pas, ça aurait pu être 1% de plus pour l'autre camp. Même si ça, je ne suis pas complètement sûr, même sur le côté pas démocratique, mais pour d'autres raisons que les citoyens britanniques comme moi n'avaient pas le droit de vote. Ça, on peut mettre en question la démocratie, mais enfin voilà, monsieur. Très brièvement, moi je voulais vous demander, je trouvais particulièrement stimulante et intrigante votre idée d'introduire l'idée d'une réconciliation mémorielle comme condition d'accès à l'Union européenne. Je me demandais cependant si ce n'était pas une espèce d'aveu de faiblesse de la part de l'Union européenne, parce que l'idée originelle de l'Union européenne, c'est justement de faire fonctionner la logique dans l'autre sens, c'est-à-dire que de partir de l'idée que la réconciliation n'est pas actée, la réconciliation mémorielle, mais qu'on va créer une interdépendance entre nos intérêts qui va obliger une coopération qui va amener d'elle-même en quelque sorte cette réconciliation. Or ici, ce que vous semblez suggérer, c'est de fonctionner à l'inverse, de dire il faut d'abord avoir la réconciliation pour ensuite avoir la coopération. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de bloquer irréversiblement des États en dehors de l'Union européenne parce que cette réconciliation mémorielle ne serait pas possible en dehors d'un cadre coopératif par exemple? Il y a encore 3 ou 4 questions, alors concises. Oui, merci pour revenir, parce que du coup, je ne pensais pas intervenir, mais sur les lois mémorielles, pareil, finalement, on va imposer, parce que la France n'est pas non plus en paix, je dirais, avec toute son histoire passée, etc. Et finalement, est-ce qu'on devrait imposer à des États qui souhaitent rentrer dans l'Union européenne de faire ce travail-là que des fois nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire? Est-ce que nous avons fait partie de la construction, donc on est ancré dans l'Union européenne et on y reste. Et vous devriez faire ce travail avant que nous-mêmes nous le fassions sur certains points. Et je suis tout à fait d'accord avec le jeune homme, je suis désolée, j'ai oublié votre nom, sur le fait que la construction de l'Europe a pour but la réconciliation. On ne peut pas l'imposer avant de coopérer avec ces États. Ce Saint-Mama. Très rapidement. Je souscris à tout et je soulève une difficulté simplement. Évident fax. Rien n'est évident. Et un fait, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire, c'est le produit d'une construction. Paul Ricoeur rappelait, bon, il y a longtemps, mais quand même, que l'histoire, c'est fait par un historien. C'est-à-dire forcément par une personne subjective, qui choisit tel événement plutôt que tel autre en fonction de sa préoccupation, qui interprète, qui construit à partir de là son histoire. Pirandello disait, un fait, c'est comme les sacs. S'ils sont vides, ils ne tiennent pas debout. Simplement, qu'est-ce qu'un fait? Là-dessus, on n'est jamais d'accord. Qu'est-ce que peut être un fait? Même scientifique. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'enseignement de l'histoire seulement à des historiens. Il faut que ça soit une équipe de philosophes, de savants, de scientifiques, d'experts, etc. Parce que l'histoire, ça se construit. Il n'y a pas de faits qui sont donnés. Il n'y a pas de faits bruts. De même, il n'y a pas d'évidence. Voilà. Bien, mais c'est pas mal. C'est déjà... Il y avait encore, monsieur? D'accord. Non. Poser une question en très peu de termes. Vous avez montré les difficultés d'un enseignement de l'histoire de pays à pays, tant par l'importance du temps qui lui est consacré que par les contenus qui sont enseignés. Et cette histoire de contenu est très importante parce que, puisque nos enfants sont des enfants européens,
le problème de l'histoire marque un point de fixation extrêmement difficile. Mais si on vous posait la question, qu'est-ce que serait aujourd'hui une éducation pour nos enfants qui serait authentiquement européenne? Je veux dire par là, par exemple, l'enseignement de la littérature qui, pour nos enfants, à nous, c'est Rousseau, Diderot, Voltaire, etc., mais pas les Allemands, pas les Italiens, etc. Donc, alors que le mouvement était européen, ce qui est un paradoxe. De vastes questions. Bon, alors ça fait beaucoup. Je vais être obligé de répondre un peu en style télégraphique. Un institut européen d'histoire, je ne suis pas favorable. Il faut la multiplicité. Dans tous les domaines scientifiques, si vous dites on va créer un établissement qui, par son statut, aura une espèce de prééminence sur ce qui existe et sur les autres, non. Pas de vérité officielle, pas de multiplicité, concurrence. La politique n'est pas une science, la politique est un art. Je considère que les politiques, nous sommes des ingénieurs sociaux. Notre rôle, c'est de s'assurer que la société tient debout et de trouver des manières d'arranger, de faire vivre ensemble des personnes qui ont des intérêts différents, des objectifs différents, des philosophies différentes, des religions différentes, des partis politiques différents, faire émerger de toutes ces différences un certain nombre de projets communs utilisant le meilleur de la science. Voilà. Ça, c'est pas une science, c'est une méthode d'action, c'est un art d'action, c'est un art du management. On ne peut pas en dire plus, il y aurait des débats à faire en reprenant Weber sur le politique et le savant. Alors notre ami Peter, que je remercie de sa présence et de son intervention tout à fait éclairée, je voudrais lui dire que dans le réseau Euroclio dont j'ai parlé, ce sont depuis le premier jour des historiens néerlandais qui pilotent ça. Et notamment l'actuel secrétaire général d'Euroclio, enfin le directeur d'Euroclio, qui s'appelle Stefan Stegers, est un quadragénaire tout à fait remarquable, qui a réuni des tables rondes pour essayer de trouver un récit commun à l'histoire des pays riverains de la mer Noire, ce qui n'était pas une gageure. Alors vous avez raison de signaler, à partir de l'exemple de la bataille de Leiden, l'importance des sujets, des priorités qu'on mis en avant, ce qui pose le problème du fait. Dans le cas de la France, il y a deux moments qui sont enseignés à tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire dont on parle 3 fois, en primaire, au collège et au lycée. C'est la Révolution française que vous évoquiez et la Shoah. Et on peut se demander si ça doit rester comme ça. Je pose la question, je ne prends pas. Mais vous avez raison. Il est évident qu'en fonction des événements qu'on choisit, c'est un choix qui a des conséquences culturelles et politiques. Sur l'Union européenne et les règles, l'Union européenne est extraordinairement à cheval sur les règles. En ce qui concerne le fonctionnement de la zone euro, là, nous sommes dans une espèce de zone grise, parce que nous nous sommes engagés à coordonner nos politiques économiques, à respecter un certain nombre de garde-fous, qui sont donnés de manière indicative, mais qui doivent être interprétés en tenant compte de l'évolution générale de la conjoncture économique, de la situation politique dans chaque pays, des efforts faits par le gouvernement actuellement au pouvoir par rapport à ses prédécesseurs. Alors, donc ça se traduit par des rapports de force politique. Donc, vous avez tout à fait raison. Il est évident que la Commission européenne et le Conseil des ministres européens a été beaucoup plus rigoureux sur des petits pays que sur les gros pays. L'expérience montre que jusqu'à l'Italie non comprise, on n'ose pas...
Enfin, si, on ose sanctionner. Mais à partir de l'Italie et au-dessus en termes de produit intérieur brut, la France et l'Allemagne, c'est plus compliqué. Mais ça n'est pas les règles de droit, c'est des recommandations en politique économique. Par contre, les règles de droit sont sanctionnées de manière extraordinairement remarquable. Le pouvoir de la Commission européenne, sous le contrôle de la Cour de justice pour les règles de concurrence, qui a conduit par exemple Madame Verstager, l'excellente commissaire à la concurrence, à faire payer 12 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à Apple. Ou les décisions de la Cour de justice a rendu des décisions contre des lois polonaises qui étaient contraires aux principes, notamment à l'article 2 des traités de l'Union. Le système fonctionne assez bien. À propos du Brexit, vous évoquez une question extrêmement importante. Ce qui est tout le problème du référendum. Alors le référendum, ça paralyse nos démocraties, parce qu'on vit dans l'idée, la majorité décide, et donc si une majorité a décidé que, tout le reste doit suivre. Oui, pour des décisions relevant d'une législation normale, du problème de la vie de tous les jours. Mais lorsqu'il s'agit de savoir si un pays va être indépendant ou pas, lorsqu'il s'agit d'adopter une constitution qui va être la règle de fonctionnement de toute la collectivité nationale, lorsqu'il s'agit d'entrer ou de sortir dans une alliance militaire comme l'Alliance Atlantique, ou dans une entité politique radicalement nouvelle où on met en commun des compétences, et même pour certains juristes, des souverainetés, est-ce que ça se décide à 51%? Ma tendance serait de dire non. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, un référendum n'a de portée juridique que s'il y a un quorum de participants et une majorité qualifiée. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait introduire. En effet, si il y avait eu un deuxième référendum sur le Brexit, même dans l'hypothèse où le résultat aurait changé, on ne peut pas dire 51% des Britanniques ont changé, là-dedans il y a 2% des Britanniques qui ont changé d'idée, donc l'avenir de la Britannique va changer de l'île britannique va changer de tout au tout. C'est pas très sérieux. Donc ça, nous avons encore à savoir comment bien utiliser la démocratie directe, ses instruments, et en particulier le référendum. Ça n'est pas un hasard si le référendum est l'arme favorite de tous les dictateurs. Parce que selon la question qu'on pose, le moment où on pose la question, la manière dont on organise la campagne, on fait dire au peuple exactement ce qu'on a envie qu'il dise. Alors, très belle question, très beau débat posé par la jeune génération sur la réconciliation mémorielle, et le jeune homme et la jeune femme me disent: vous êtes bien gentils, mais enfin, vous inversez l'ordre des facteurs. Nous avons créé l'Union européenne pour nous réconcilier, et là nous attendons des gens qui se réconcilient avant de nous rejoindre. Débat, hein, je ne dis pas que je suis sûr d'avoir raison, je suis un libéral, je comprends que... Bon, libéral au sens que j'ai donné, mais nous complétons parce que il y a diverses dimensions du libéralisme. Oui, moi je défends cette position, je la maintiens parce que il faut responsabiliser les pays qui veulent entrer dans l'Union, qui sont des pays dont on ne sait pas s'ils sont viables, s'ils sont constitués de gens qui ont envie de vivre ensemble, indépendamment de nous. Et nous avons commis l'erreur de laisser espérer à ces pays et de leur répéter assez régulièrement. Alors ce n'est pas la France qui le dit, mais c'est certains de nos partenaires, et c'est la Commission européenne qui leur dit: écoutez, si vous remplissez les conditions pour entrer dans l'Union, vous allez régler ça une fois que vous serez dans l'Union. Non. S'ils ne l'ont pas réglé avant d'entrer dans l'Union, ils ne le régleront pas à l'intérieur. Et en tout cas, ils seront déresponsabilisés, parce qu'ils se tourneront vers nous en nous disant: bon, écoutez, il faudrait que vous nous aidiez à nous réconcilier avec les voisins. Non, non. Moi, je suis catégoriquement hostile à ce qu'on fasse entrer la Serbie ou le Kosovo avant qu'ils soient mis d'accord entre eux. C'est pas possible. Parce qu'ils vont importer leur haine, ils vont à l'intérieur de l'Union vouloir chercher des soutiens, et donc certains pays européens soutiendront le Kosovo,
ce qui a été le cas jusqu'à présent, tous les pays européens n'ont pas reconnu le Kosovo. Les Espagnols qui pensent à leur propre région et aux velléités indépendantistes de leur propre région n'ont pas soutenu l'indépendance du Kosovo. Et donc, une fois que le Kosovo sera dedans, les Espagnols seront plutôt pour les Kosovars contre les Serbes. On est cuit. On réintroduit le virus nationaliste. On s'en est débarrassé, c'est pas pour le réintroduire, parce que nous serions vulnérables si la dose de nationalisme était trop importante. La charge virale était trop importante. Mais je reconnais que c'est un très beau débat. Là, j'en parle en tant que politique, peut-être sous un angle un peu prosaïque, mais vous avez posé le débat à un niveau supérieur, un peu philosophique, sur les valeurs de l'Europe. Nous en parlons aujourd'hui et je vous remercie d'avoir posé la question. Alors, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, quand vous dites la France n'est pas d'accord avec son passé. Si, la France est d'accord avec son passé. La France raconte ce qu'a été l'occupation. Et croyez-moi, pour ma génération, c'était pas évident. La France raconte ce qu'a été la colonisation et la décolonisation. Alors bien entendu, on trouvera ici en France ou ailleurs dans les pays qui ont subi la colonisation et la décolonisation des voix différentes pour estimer qu'on en parle mal et qu'on n'en parle pas assez. J'en suis d'accord. Oui. Oui. Ah ben non, mais attendez. Oui, non, mais écoutez, honnêtement, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Non, attendez, le mieux est l'ennemi du bien. La sainteté n'existe pas. Quand vous regardez la manière dont est enseignée l'histoire et dont est jugé le passé dans les 47 pays du Conseil de l'Europe, la France est sans doute un des 2 ou 3 pays où on le fait le moins mal. Je ne dis pas qu'on le fait bien, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas qu'il n'y a pas des biais, qu'il n'y a pas des préjugés nationaux, qu'il n'y a pas... Mais on le fait le moins mal. Et donc, lisez, faites-vous traduire les manuels d'histoire de ces pays dans lesquels les lycéens aujourd'hui apprennent l'histoire dans ces pays. Allez lire le récit que lisent les Polonais. Alors les Polonais, une difficulté que nous avons, c'est lorsque nous avons fait entrer des pays qui étaient irréprochables dans un certain nombre de domaines et qui, une fois qu'ils sont entrés, deviennent commettre des pécheurs mortels. Alors là, on ne sait pas très bien comment faire. Mais en tout cas, ne restez pas dans l'idée que nous ne sommes pas capables, nous Français, de porter un regard relativement distancié sur notre passé, même sur notre passé récent. Nous sommes capables de le faire. Et ça n'est pas facile. Moi, j'ai vécu enfant les débuts de la guerre d'Algérie pendant la bataille d'Alger. J'ai vécu le 13 mai 58. J'ai été responsable du sort des Français rapatriés d'Algérie et de ce qu'on appelait les Français musulmans, les harkis, qui ont été rapatriés, ceux qui n'ont pas été massacrés par le FLN parce qu'ils avaient été complices de l'armée française après 1962. Ce sont des tragédies extraordinairement douloureuses. Nous n'étions pas en mesure de le raconter dans les 10 années qui ont suivi. Nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui, même si un certain nombre de personnes, et notamment les descendants directs de ceux qui ont vécu ça, des 2 côtés de la Méditerranée, ont encore du mal à l'admettre. C'est très difficile. Ça fait partie des choses qu'il faut plutôt mettre à notre crédit qu'à notre débit, me semble-t-il. Alors, vous avez posé une question philosophique, qu'est-ce qu'un fait, etc. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'un fait. Vous savez, je ne sais plus quel scientifique à qui on demandait, mais qu'est-ce que c'est qu'une vache? Il dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'est une vache, mais enfin, en voilà une. Bon, moi, je ne sais pas ce qui est un fait. Je sais raconter l'histoire contemporaine de l'Europe. Alors, je ne suis pas historien, je ne vais pas le faire. Par contre, il y a des gens qui l'ont fait de manière remarquable et d'une manière qui est acceptable et lisible par tout le monde, qui sera critiquée par les historiens, qui fera peut-être graisser quelques dents, mais qui est fait dans un esprit de bienveillance, comme on dit aujourd'hui, d'ouverture, d'écoute des autres.
C'est un grand historien britannique qui est mort il y a 2 ou 3 ans, qu'Alex connaît bien, Tony Judd, qui a écrit un ouvrage formidable, qui est à ma connaissance le meilleur ouvrage qui a été écrit sur l'histoire de l'Europe, y compris l'Europe que l'on qualifiait d'Europe de l'Est, sous le communisme, qui s'appelle Après-guerre, et qui raconte comment de 1945 à pratiquement sa mort en 2016 ou 2017 a évolué l'Europe. Donc, vous avez raison, il ne faut pas... On ne peut pas dire qu'il faut pas laisser... qu'il faut éviter de laisser l'histoire aux historiens. Il faut éviter de laisser aux historiens la décision sur le contenu des programmes d'histoire. Ça, c'est clair. Oui, ça c'est clair. Alors, je dois dire que c'est une question qui se pose dans tous les pays, que nous nous sommes posés en France. On a eu beaucoup de mal à trouver la solution. Il n'est pas sûr qu'on ait la meilleure solution, parce qu'il y a au fond plusieurs autorités qui doivent être prises en compte. Il y a évidemment la recherche historique. Bien. Il y a les enseignants qui ne sont pas les chercheurs. Les chercheurs, c'est des académiciens, ils travaillent dans l'enseignement supérieur, ils font des recherches. J'ai découvert beaucoup d'entre eux ne s'intéressaient absolument pas à ce qu'on enseigne à l'école. Ils sont au-dessus de tout ça. Hein. C'est comme un prix Nobel de physique, sauf le regretté Charpak, qui faisait exception, mais ne s'intéressait pas du tout à ce qu'on appelait à l'école primaire. Donc ils sont dans leur sphère. Bon. Il y a les enseignants qui, eux, sont au contact des gamins. Et quand vous êtes instit ou prof de collège dans le 9-3 et que vous avez à parler du Shoah devant des gamins dont 80% appartiennent à une religion qui n'était pas exactement la religion juive, c'est parfois un peu sportif. Bon. Donc il faut écouter ces gens-là aussi. Il faut écouter les représentants de la tradition qui ont collationné les résultats d'expériences pédagogiques antérieures, et les pédagogues, les didacticiens, notamment en France, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Et puis, il y a aussi la société civile représentée par les politiques, les parents d'élèves, et puis je dirais tous les citoyens. Mais les politiques, il faut évidemment que leur avis soit pris en compte. À la limite, c'est le ministre qui décide et qui signe le programme. Mais il faut que le politique lui-même travaille dans des conditions telles que ce n'est pas l'avis du gouvernement du moment qui va dire on va parler ou pas de la colonisation, de la décolonisation, de l'occupation ou pas de l'occupation. Il faut qu'il y ait un certain consensus national. C'est pour ça que je crois que ça s'appelle le Conseil maintenant national des programmes, qui avait été refondé par le président Hollande, qu'on a conservé, me paraît assez bien parce qu'il prend en compte ces divers éléments. Et c'est mieux que le système qu'on avait entièrement, où c'était en fait les inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui décidaient tout seuls et faisaient bénir par n'importe quel ministre. Et c'est dans ces conditions qu'on avait fait disparaître d'ailleurs purement et simplement l'enseignement d'histoire. J'étais hier à un colloque à Munich avec un de nos meilleurs archéologues, M. Nicolas Grimal, le fils du grand romaniste Pierre Grimal, qui me disait qu'il avait fait faire une étude à un de ses étudiants sur l'enseignement de l'histoire dans l'Égypte de Nasser, après 1952. Et alors il avait été extraordinairement surpris de voir que le programme, précisément le récit de ce qui était enseigné, changeait en fonction, alors pas du gouvernement, parce que les gouvernements de Nasser changeaient, mais c'est toujours Nasser, mais en fonction des priorités politiques de Nasser. Et après d'ailleurs de Moubarak, enfin de Sadat et de Moubarak. Bon. Mais c'était très drôle parce que, alors c'était l'époque où Nasser avait créé ce qu'il appelait la République arabe unie, dans laquelle il voulait unir la Syrie, l'Égypte, la Syrie, à un moment le Yémen et la Libye. Alors selon l'état de ses relations avec Hafez al-Assad, avec Kadhafi, ça variait. Et alors ce qui était amusant, c'est que donc tous les 2 ou 3 ans, les mêmes historiens écrivaient un récit complètement différent, dans lequel ils faisaient apparaître ou disparaître, non seulement pour l'histoire contemporaine, mais pour la période de l'ancien empire égyptien. Le territoire syrien, le Yémen, la Libye, la Nubie, Soudan, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut éviter, et je crois que dans
le système du Conseil national des programmes français actuels, je crois qu'on l'évite. Enfin, la dernière question que vous posiez, qu'est-ce que serait qu'une éducation authentiquement européenne? Écoutez, honnêtement, d'abord, deux réponses. Un, tout ce qu'a dit le Conseil de l'Europe. Si vous ramassez la demi-douzaine ou dizaine de grandes recommandations ou de conventions, dans certains cas ça a une force juridique, du Conseil de l'Europe sur la formation des citoyens, sur les valeurs européennes, sur la culture européenne et sur l'histoire, vous avez des éléments communs à ce qui peut être une culture générale européenne. Et puis, je reviens à ma modeste expérience de lycéen de Châteauroux. Si on a pu répondre tous, on était 10 pays, donc des Italiens, des Britanniques, des Belges, à la même question de culture générale, c'est parce qu'il y avait à l'époque les fondements d'une éducation européenne. Alors était-elle authentique? Est-ce qu'elle prenait en compte suffisamment de connaissances, les arts, la science aussi, qui est un élément très important en culture européenne, je ne sais pas, mais si on en a la volonté politique, c'est quelque chose qu'on sait faire. Avec la prudence que nous rappelait notre philosophe. Qu'est-ce qu'un fait? Voilà, merci, excusez-moi d'être un peu long.